Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, les scandales sexuels n'en finissent plus de défrayer la chronique. 3 semaines après les accusations de viol contre un élu communiste parisien, la présumée victime a mis fin à ses jours. De quoi embarrasser la mairie de Paris encore un peu plus. Le Covid sert-il de couverture à l'euthanasie? C'est la question qui se pose après la mort d'un patient atteint par le virus. Sa fille a décidé de porter plainte. Maître Fabrice Divisio nous donne des précisions dans quelques instants. Enfin, Éric Zemmour sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2022? Les spéculations vont bon train et l'hypothèse d'une candidature prend de l'ampleur. Olivier Frère-Jacques nous dévoile les forces et les faiblesses du polémiste. Un scandale de plus pour le petit monde politique parisien. Alors que les accusations d'agression sexuelle se multiplient à la mairie de Paris, l'étudiant qui a accusé de viol l'élu communiste Maxime Cochard a mis fin à ses jours. L'affaire des accusations de viol contre un élu communiste vient de connaître un sinistre tournant. Mardi, dans l'après-midi, l'étudiant de 20 ans à l'origine des accusations a été retrouvé pendu dans sa chambre universitaire sur le campus de l'université Paris-Nanterre. Si pour le moment rien ne permet d'assurer que le passage à l'acte est consécutif au fait présumé de viol, le lien entre les deux affaires peut tout de même être envisagé. D'autant que l'étudiant en première année de licence d'administration économique et sociale ne manifestait aucun mal-être auprès des psychologues. Il y a 3 semaines, sous le pseudonyme Prunille, le jeune homme avait écrit sur le réseau social Twitter avoir été victime de viol en 2018 par le conseiller communiste de Paris, Maxime Cochard, mais également par le compagnon de ce dernier, Victor Laby. Il avait alors à peine 18 ans et affirme avoir vécu une relation à 3 sous emprise. Maxime Cochard, 36 ans, lui, s'était défendu dans un communiqué dénonçant une accusation qu'il qualifie de totalement fausse, allant jusqu'à annoncer engager une action judiciaire en diffamation étant donné la gravité des propos et de leur caractère calomnieux. Il a tout de même reconnu des rapports sexuels avec la présumée victime. Un acte consenti entre adultes, sans violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise selon son avocate. Un ménage sexuel à 3 avec un jeune homme d'à peine 18 ans. Rien de plus normal donc pour l'élu communiste, allié d'Anne Hidalgo. Malgré tout, son parti lui avait demandé de se mettre en retraite, tout comme le maire du 14e arrondissement, Karine Petit, qui lui a aussi retiré sa délégation égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Une mise à l'écart sans réelle condamnation, ce qui a poussé le maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, à laisser exploser sa colère au milieu de l'hôtel de ville, mettant directement en cause les élus de la majorité, accusant l'aile gauche de complicité de pédophilie et d'inceste. Il faut dire qu'en quelques mois, la mairie de Paris a connu quelques turbulences sur le front des accusations d'agression sexuelle. Christophe Girard, Pierre Edenbaum, un collaborateur de l'adjointe Europe Écologie Les Verts chargé de la santé publique, Anne Souiri, Maxime Cochard. Une liste qui ne cesse de s'allonger sans que cela ne choque trop l'édile Anne Hidalgo qui fait mine de condamner avec fermeté. Pourtant, convenons que le maire éprouve quelques difficultés à s'entourer convenablement, témoigne sa proximité avec Audrey Pulvar qui a avoué avoir connaissance des penchants pédophiles de son défunt père depuis une vingtaine d'années sans avoir pour autant cru bon de le faire savoir. De quoi frôler avec la complaisance alors que cette succession de scandales touche principalement l'aile gauche de l'échiquier politique. Il faut dire qu'à force de vouloir pousser le bouchon sociétal toujours plus loin, il ne faut pas s'étonner d'arriver à certaines dérives. Et la rengaine n'est pas prête de s'arrêter. Réveillée par l'affaire Matzneff, elle a pris un peu plus d'ampleur avec l'épisode Olivier Duhamel qui a eu le mérite de lever le voile sur le silence complice de beaucoup de ses amis, notamment au Parti socialiste. À cela, on peut également ajouter l'apologie de la pédophilie faite par Daniel Cohn-Bendit ou encore les tribunes publiées par Le Monde et Libération dans les années 70 et signées par une majorité d'intellectuels et de politiciens de gauche, dont Bernard Kouchner. Des scandales à répétition dans lesquels les noms des protagonistes reviennent en boucle. Et il y a fort à parier que le déballage sur les pratiques sordides d'une pseudo-élite n'est pas près de s'achever. A-t-on euthanasié nos anciens? C'est la question que soulève Maître Divisio après la plainte déposée par Clara Boisis consécutive à la mort de son père atteint par le Covid. Un fait qui interroge sur le traitement réservé aux personnes âgées et le niveau de performance de nos services de réanimation. Clara Boisis, mon nom de jeune fille est Benzaken, donc je dépose une plainte pour mon père. Mon père est décédé du Covid. Madame Boisis a perdu son père dans le cadre de l'épidémie de Covid et particulièrement donc, au mois de mars dernier. Et elle a saisi la Cour de justice de la République
contre les ministres. Et dans le cadre de ce dossier, on s'est aperçu qu'au fond, non seulement il y a une responsabilité des ministres, mais que l'hôpital, on était face à quelque chose qui était troublant. En ce que M. Bouaziz, en fait son père, n'a pas finalement été pris en charge comme il aurait dû l'être, donc conformément aux données de la science, premier élément. Et on a eu le sentiment que finalement, on n'a pas fait grand-chose, disons, pour le maintenir en vie, et plus exactement pour le soigner. Et on a découvert, et ça c'est quand même l'apothéose, que non seulement on n'a pas forcément fait grand-chose, mais qu'en fait on lui a collé un morphinique et un anxiolytique au motif qu'il était angoissé. Et ça trompe personne. Personne ne met un morphinique sur une dépression respiratoire, sur une détresse respiratoire, sauf à vouloir aggraver celle-ci, et sauf effectivement à vouloir provoquer la mort. C'est inimaginable autrement. Donc, la question qui se pose, et la réponse on la connaît, c'est de savoir, est-ce que ce monsieur de 88 ans a ou non été euthanasié ? Mon père, c'était un homme aimant pour sa femme, mais pour nous aussi. C'était un papa, c'était un grand-père. On nous a arraché notre père, on nous a arraché le grand-père des enfants. Quelqu'un d'autre a décidé de vie ou de mort sur mon père, et on a décidé qu'il fallait qu'il meure. Qui a décidé ? Qui a pris la décision ? Qui a exécuté ? Au nom de quoi ? Sans nous demander notre avis, sans nous dire qu'on allait faire une injection létale à mon père. Nous avons manifestement un médecin qui a décidé de son propre chef de venir mettre un patient âgé sous morphinique et anxiolytique en sachant pertinemment ce qu'il faisait. Est-ce que j'ai le droit d'accepter ça ? Est-ce qu'une société moderne, est-ce qu'une société civilisée a le droit d'accepter qu'à la faveur de la première épidémie venue, on vienne finalement s'asseoir sur toutes les garanties de soins palliatifs pour basculer vers l'euthanasie. Ça dérange beaucoup cette procédure parce que si vous regardez, personne n'en parle vraiment de la procédure. Or, elle est fondamentale, cette procédure. Un hôpital et un médecin attaqués pour homicide volontaire. Faut peser. Ça s'appelle un meurtre quand même, en langage commun. Donc on attaque des gens pour avoir volontairement donné la mort et ça n'intéresse personne. Qu'est-ce qu'on cache là ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas montrer ? Qu'est-ce qui pose problème à ce point ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait qu'à un moment donné, il y a eu des euthanasies. On sait que probablement, il s'est passé euthanasie. Alors je vais vous dire, la question de savoir si l'hôpital est en déficit, si le médecin est ou n'est pas, je m'en fous complètement. Il y a un point d'arrêt. Il faut que tout de suite les patients qui ont subi ça, il faut qu'on aille voir les dossiers médicaux, qu'on les examine, les uns derrière les autres. Imaginez qu'on découvre finalement qu'à Saint-Antoine, on est 20, 30, 40 patients, où sous couvert de soins palliatifs, finalement, on a provoqué l'euthanasie. Pourquoi n'a-t-on pas tout tenté pour le sauver ? Au nom de quoi l'a-t-on tué ? Les personnes âgées ont fait hier ce que nous sommes aujourd'hui. On devrait les honorer. Éric Zemmour va-t-il tenter sa chance en 2022 ? L'hypothèse du polémiste prend de l'ampleur. Revenons sur les points forts et les lacunes d'une telle candidature avec Olivier Frère-Jacques. L'homme providentiel serait-il finalement un homme ? Alors que la sphère patriote et nationale s'est rangée assez largement derrière la candidature de Marine Le Pen depuis 2012, des personnalités concurrentes tentent d'émerger, sans succès pour le moment. Et dans la cour des trublions de droite, un personnage tient une place à part. Éric Zemmour, l'éditorialiste, laisse entendre ici et là qu'il s'essayerait bien à l'exercice électoral. Candidature fantaisiste ou vraie menace pour Marine Le Pen ? Difficile de savoir si le journaliste à succès veut vraiment y aller et surtout s'il a déjà fait son choix. Sa potentielle candidature fait en tout cas jaser et couler beaucoup d'encre, notamment du côté de l'Express qui en a fait une succession d'articles. Parmi les points forts du personnage, son intelligence, vulgarisateur de génie, succès en librairie, succès à la télévision, Éric Zemmour est un phénomène, une marque, diront certains, et ils sont nombreux à droite des Républicains au Rassemblement National à tendre l'oreille du côté
du journaliste de 62 ans. Ce dernier défend l'idée d'une union des droites, pas nécessairement une union entre partis, mais un rassemblement des électeurs. Sur ce point, on peut clairement voir des vues communes avec l'ancien député Marion Maréchal Le Pen et le maire de Béziers Robert Ménard. Une union qui permettrait potentiellement de piocher aux Républicains tout en tenant une ligne ferme sur des questions comme l'immigration et la souveraineté. Potentiellement, car cette fameuse union des droites fait rêver nombre de cénacles à droite sans jamais exister, si ce n'est de manière groupusculaire ou anecdotique, ce qui n'est pas vraiment le but recherché dans le terme union. Maîtrisant les codes de la télévision et le verbe, Éric Zemmour a aussi à son crédit de pouvoir faire passer des idées très radicales sans être autant diabolisé que Marine Le Pen ou son père avant elle. Pour faire l'union des droites, Éric Zemmour disposerait déjà de quelques soutiens. À en croire l'Express, 2 maires de villes de taille moyenne le suivraient déjà. Robert Ménard à Béziers donc et Jacques Bompard à Orange. Des comités de soutien auraient par ailleurs été lancés et, toujours selon l'Express, l'éditorialiste espérerait un ralliement de Marion Maréchal Le Pen et Philippe de Villiers, 2 personnalités en retrait de la politique électorale mais dont la voix compte auprès de certains cercles à droite. Véritable star auprès d'une partie de la jeunesse de droite qui apprécie sa liberté de ton et sa répartie tranchante, il compte des admirateurs dans toutes les chapelles de l'Uni aux identitaires et pourrait possiblement bénéficier d'un soutien massif sur les réseaux sociaux de la part d'une génération rompue aux joutes en ligne. Côté point faible, on peut dire qu'Éric Zemmour a les défauts de ses qualités. Vierge de toute expérience politique et donc de casserole en la matière, il est inexpérimenté en matière de combats électoraux. Lorsque le journaliste s'est essayé au discours politique à l'occasion de la Convention de la droite en 2019, son intervention, en demi-teinte, l'a fait condamner pour injure et provocation à la haine en première instance. L'Express rappelle par ailleurs qu'il n'a jamais eu de fonction hiérarchique en plus de 30 années de carrière. Plutôt solitaire, il devra aussi faire avec un rejet massif d'une partie de l'opinion, à gauche essentiellement, mais aussi en banlieue où il est véritablement conspué. L'éditorialiste ne dispose pas d'un appareil politique. L'exemple d'Emmanuel Macron pourrait faire dire que cela n'a pas d'importance, mais les réseaux de l'actuel président étaient néanmoins plus importants que ceux du journaliste, même si ce dernier pourrait profiter de l'entre-gens du patron de CNews, Vincent Bolloré. Son entourage potentiel est assez large et compte d'anciens ministres et élus, des personnalités qui ont un public et permettront de mobiliser pour lui. Mais cet entourage n'est pas acquis d'avance et il est difficile d'imaginer une candidature sans le ralliement de nombreux élus, des élus qui prendraient le risque de perdre l'investiture de leur parti pour les prochains scrutins, qu'il s'agisse du RN ou de LR. Autre difficulté, le positionnement. Autrefois chevènementiste de stricte obédience, Éric Zemmour s'est ouvert à un public à la teneur beaucoup plus identitaire. Pour rassembler, il faut faire des compromis et il devra donc proposer un projet beaucoup plus global, ce qui n'est pas sans risque. Son adversaire principal semble être aujourd'hui Marine Le Pen, qu'il qualifie volontiers de femme de gauche, une personnalité avec laquelle il n'est pas tendre, et pourtant la patronne du RN pourrait paradoxalement profiter d'un embryon de candidature Zemmour. En se plaçant sur sa droite, le polémiste la dédiabolise d'une certaine manière. La patronne du RN semble par ailleurs avoir capté un électorat inaccessible pour Éric Zemmour, l'électorat populaire et une partie des déçus de la gauche. En effet, Marine Le Pen est à de nombreux égards très gilet jaune compatible, pas Éric Zemmour, dont le discours, notamment sur les questions fiscales, n'est pas audible par ce segment électoral. Interrogée sur une possible candidature Zemmour, Marine Le Pen ne semble d'ailleurs pas inquiète et s'est même permis une petite touche d'humour pour qualifier les envies présidentielles de l'écrivain. Je cite « Il y a vouloir et pouvoir. Quand j'étais jeune, je voulais être Miss France ». Mais celui qui est le plus dur avec l'éditorialiste est peut-être l'ancien député Jean-Frédéric Poisson qui demande, je cite, « Vous imaginez Zemmour sur un marché en train de serrer des mains ?» La stature est en effet une part importante du jeu électoral et si Marine Le Pen, du haut de son 1m70, en impose, ou qu'un Nicolas Sarkozy compensait sa petite taille par une dynamique gestuelle, Éric Zemmour, lui, devra aussi trouver et cultiver son propre style qu'il n'a pas pour le moment. Les rudesses d'une campagne électorale pourraient aussi être fatales aux polémistes. Le risque de voir des pots de banane sur sa route par la presse à scandale n'est donc pas à écarter. Le lancement en mars d'une pétition de soutien devrait permettre d'y voir plus clair sur le possible engouement autour de cette candidature. Celle-ci, en cas de succès, pourra servir à l'éditorialiste de faire valoir en cas de prospection de signatures pour l'élection présidentielle, mais aussi de listes de diffusion pour de potentielles levées de fonds. Ira pas, de bons sondages et la réussite de sa pétition pourraient convaincre l'éditorialiste. Le risque n'est pas nul pour Éric Zemmour, car il peut tout perdre dans cette affaire. Qui dit candidature dit exposition au scandale, fin des activités journalistiques, au moins le temps de la campagne, au moment où il aurait pourtant besoin de faire entendre sa voix. En cas d'échec cuisant, il sera aussi très difficile de revenir dans l'arène éditoriale.
Je crois qu'effectivement, ce serait quelque chose qui permettrait de renouveler un peu l'offre politique. Parce que jusqu'à présent, elle ne bouge pas. On a toujours les mêmes personnages qui nous ressortent toujours les mêmes discours. Au moins, Éric Zemmour a une vraie culture, a une vraie compétence intellectuelle qui permettrait, de mettre du peps dans le débat et surtout, de recomposer l'offre politique, de décloisonner les partis politiques. Et de ce point de vue-là, évidemment, ce serait quelque chose d'extrêmement important pour que les Français puissent retrouver du goût et de l'intérêt à la politique. Il est certain qu'évidemment, Éric Zemmour, c'est un intellectuel. Mais au-delà, il a une capacité, me semble-t-il, de tout simplement réunir autour de lui une équipe de personnes qui soient de bons techniciens pour pouvoir exercer les fonctions gouvernementales. Et puis, au-delà même de la personnalité d'Éric Zemmour, il y aura sans doute, s'il se décide, un certain nombre de soutiens. On pense à des élus locaux, on pense à des personnalités retirées de la politique, suivez mon regard, les élus locaux, Robert Ménard, des personnalités retirées de la politique, Marion Maréchal, qui pourraient parfaitement légitimer une telle candidature. Est-ce qu'il peut être également le candidat de l'Union des droites et porter cette Union des droites? On voit pour le moment qu'il y a certaines limites. Les partis de droite n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que Éric Zemmour peut fédérer autour de lui? Mais vous avez mis le doigt sur le problème, c'est que ce sont les partis qui ne s'entendent pas, c'est-à-dire que chacun défend sa petite boutique. Il y a un intérêt boutiquier, mortifère, qui empêche justement que ne fonctionne, je dirais, le rassemblement des électeurs qui pourtant sont extrêmement proches du point de vue des idées, mais qui sont divisés d'un point de vue partisan. Donc, si ça doit passer par une candidature extérieure, hors les murs, quelqu'un qui vient de l'extérieur, ce serait un apport extrêmement important, au-delà même, je dirais, d'une éventuelle victoire ou non. Je crois que cette victoire est possible, mais même si elle n'arrivait pas, elle obligerait de toute façon justement à la recomposition, et de ce point de vue-là, ce serait quelque chose d'extrêmement utile à la vie politique française. Rassembler les personnes qui vont se positionner en fonction de leur proximité idéologique et non pas en fonction de simples intérêts partisans. Dernière question, Guillaume Bernard. Évidemment, on a à l'esprit qu'une candidature éventuelle d'Éric Zemmour pourrait nuire à Marine Le Pen. Elle a d'ailleurs réagi en disant « il y a vouloir et pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Moi aussi, étant jeune, j'aurais voulu être Miss France ». Est-ce que ça montre qu'il y a quand même des bisbilles entre les deux personnalités ? Oui, évidemment. Le problème, si vous voulez, c'est que Marine Le Pen s'est annoncée très très tôt, plus de 2 ans avant la présidentielle, un peu comme si elle ne se sentait pas véritablement légitime comme étant la candidate naturelle. Et dans le fond, en annonçant sa candidature très tôt, elle voulait peut-être, semble-t-il, essayer d'étouffer toutes les autres possibilités d'émergence de candidature. Bon, il est certain que celui qui peut, me semble-t-il, aujourd'hui, essayer de rassembler des forces politiques éparses, c'est Éric Zemmour, malgré, je dirais, le fait que, bien sûr, il a une sensibilité personnelle. Tout dépendra dans sa capacité de pouvoir rassembler les diverses sensibilités qui sont véritablement de droite et pas simplement à droite. S'il y réussit, je crois que, il peut non seulement être candidat, mais même, pourquoi pas, atteindre le 2e tour. Et on retrouve Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Frédéric Mion, démission. Le directeur de Sciences Po n'aura pas survécu à l'affaire d'inceste pédocriminel de son mentor Olivier Duhamel. Alors qu'il avait admis être au courant des faits reprochés à M. Duhamel dès 2019, le patron de la célèbre école voyait de nombreux élèves demander son départ. Et c'est désormais chose faite. Admettant des erreurs de jugement, il débarrasse donc le plancher, mais gageons qu'il ne tardera pas à être replacé très avantageusement par son petit réseau. Départ forcé pour le maire de Montauban mardi. L'édile Les Républicains Brigitte Barège a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat par le tribunal correctionnel de Toulouse dans une affaire de détournement de fonds publics. Cette décision prendra effet après notification du préfet. Maire depuis 20 ans de Montauban, préfecture du Tarn-et-Garonne, Brigitte Barège a également été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. On connaît les dates des prochaines élections départementales et régionales. Mardi, le ministre délégué chargé de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a annoncé devant l'Assemblée nationale que les élections régionales et départementales se tiendront les 13 et 20 juin prochains. Dans la soirée, les députés ont donné leur feu vert en première lecture à ce projet de loi de report au mois de juin, présenté en raison de l'épidémie de coronavirus et déjà validé par le Sénat.
La région Hauts-de-France sponsorise la vaccination. La région du Nord a voté la gratuité des transports pour ceux qui les utiliseraient pour se faire inoculer le précieux élixir de Covid. Une subvention d'1 million d'euros est par ailleurs allouée aux autorités organisatrices de la mobilité pour rendre possible cette gratuité des transports. La région de Xavier Bertrand se montre donc très généreuse avec l'argent de ses contribuables et met également à disposition 75 locaux pour créer des centres de vaccination. Une civilisation qui détruit son propre patrimoine mérite la mort. Alors que la majorité des chantiers sont à l'arrêt dans la région Hauts-de-France, la Gazette du patrimoine révèle que la démolition de la chapelle Saint-Joseph à Lille a bien eu lieu ce mercredi matin. En dépit de recours en cours, l'édifice est donc détruit, balayant plus de 130 ans d'histoire. Les travaux devaient se dérouler pendant les vacances scolaires pour des raisons de sécurité. Ces raisons de sécurité sont, semble-t-il, passées à la trappe. La chapelle sera remplacée par un campus de l'université dite catholique de Lille. L'évêque du diocèse, Laurent Ulrich, n'a pas tenu à empêcher la destruction de l'édifice où était célébrée jadis la Sainte Messe. Amazon USA va peut-être enfin goûter au syndicalisme. L'entrepôt de Bessemer, dans l'État d'Alabama, va voir ses 5800 salariés voter le 29 mars pour se prononcer sur la possibilité de rejoindre un syndicat. En cas de réponse positive, un précédent verrait le jour et pourrait donner des idées aux centaines de milliers de travailleurs de l'entreprise à travers les États-Unis. Pas très à cheval sur la qualité des conditions de travail, le GAFA pourrait ainsi connaître de profonds changements dans les mois à venir. Le camp républicain fait bloc derrière Donald Trump. Mardi, lors de l'ouverture du procès en destitution de l'ancien président des États-Unis, 56 sénateurs contre 44 ont jugé que ce procès lié aux événements du Capitole était conforme à la Constitution et pouvait donc se poursuivre. Seulement 6 sénateurs républicains ont donc apporté leur soutien aux démocrates, ce qui laisse penser que Donald Trump dispose encore de soutien au sein de sa formation politique. On approche de la fin de cette édition. Ce soir, retrouvez Perles de culture. Anne Brassier reçoit Éric Leclerc, l'auteur d'une biographie d'Anne de Bretagne. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Cocorico! Il paraît qu'une série française fait un carton à l'international. Série française? Il faudrait savoir de quoi on parle. Oui, bien sûr, les acteurs sont français et le réalisateur est français. Mais une série dont le seul but est de cracher soigneusement sur la France et de nous servir un discours tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, est-elle une série vraiment française? En fait, il faut vraiment faire un effort pour considérer que le dernier exploit de l'intouchable Omar Sy, dans le rôle d'Arsène Lupin ressuscité, célèbre la gloire de la France. Je vous fais un résumé des épisodes si vous ne tenez pas à financer Netflix pour voir ça, ce qui est tout à votre honneur. Il vaut mieux financer TV Liberté. Hassan Diop, Français bien franchouillard comme son nom l'indique, cambrioleur vaguement gentleman, décide de venger son père, victime d'une terrible injustice. Pour ce faire, il se glisse dans la peau de son héros favori, Arsène Lupin. Nous haletons. C'est quoi cette terrible injustice? Bien sûr, il ne peut s'agir que d'une injustice à caractère raciste. Et à partir de là, la série va enfiler toutes les perles possibles et imaginables de la bien-pensance, à tel point que c'en est presque comique, mais il paraît que c'est de l'art. La critique internationale a jugé ce Lupin turlupin revisité est un chef-d'œuvre. Je rajouterai un chef-d'œuvre dans l'accumulation de clichés consternants. Donc, le pauvre papa du pauvre Hassan Bienchenou a été victime d'un méchant, forcément riche et forcément blanc. Pas de suspense de ce côté-là. Et quand il était petit, le pauvre Hassan était harcelé à l'école par de méchants blancs, évidemment riches,
qui voulait lui piquer ses affaires. Le genre de choses qui arrivent tout le temps, bien sûr. Dans la nouvelle série Lupin, tous les hommes sont méchants quand ils sont vraiment blancs. Tiens, tous les hommes sont méchants quand ils sont vraiment blancs. Chouette, ça rime, ça fait poésie. Et toutes les femmes sont gentilles. Tiens, j'ai envie de faire poésie. Toutes les femmes sont gentilles et nous prennent pour des billes. Oui, ça fait poésie, c'est chouette. Ainsi donc, tout cela est du domaine de l'évidence, ce qui a dû permettre aux scénaristes de s'épargner de longues heures pénibles de réflexion et de travail. Et donc, Omar Turlupin ne se contente pas de participer à des enquêtes policières, il se bat contre l'injustice et le racisme à lui tout seul. Je suis sûr qu'il a un portrait de Joe Biden encadré dans son salon. L'intrigue de cette série géniale est réduite à peu près à zéro et nous offre un règlement de compte racialiste minable, mais cela suffit à faire grimper les critiques au 7e ciel et à crier au génie. Omar Sy, c'est la France qu'on aime, incarnée par un artiste qui se garde bien de payer le moindre centime au fisc gaulois et qui vit bien à l'abri planqué dans une villa sécurisée près de Los Angeles, pour ne pas avoir à craindre une putative insécurité sur notre sol. Omar Sy, c'est ce qu'on appelle un Français représentatif, tellement représentatif que Darmanin a envisagé, Dieu sait pourquoi, de l'associer aux réflexions du Beauvau de la sécurité aux côtés des syndicats de policiers. Il faut dire qu'Arsène Lupin a de l'expertise. Tout cela est à peine croyable et le bon Arsène Lupin doit s'en étrangler de fureur. J'espère qu'il n'en est pas mort, sinon je dirais comme Jacques Brel, « Adieu Lupin, on t'aimait bien, tu sais ». Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.